Bon, bien bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Salut Thomas, Salut Marc. nouvelle acolyte, collègue pour la revue de presse qu'on essaie de détacher tranquillement du reflet d'ici. Alors vous allez voir qu'on va lui donner notre couleur petit à petit quand on va faire évoluer un petit peu cette nouvelle émission. Alors nous on est là un peu pour parler, comme j'étais là déjà avant pour parler de différents articles, parler d'actualité, parler d'un petit peu de ce qui se passe dans le coin, dans le secteur, et puis tout ce qui nous interpelle dans la région. Alors aujourd'hui, vous allez juste vous donner un petit sommaire rapide. On veut parler un petit peu d'école, de café et surtout on va parler de Val d'Espoir parce qu'il y a différents articles qui ont paru dans les derniers journaux transgaspésiens, Le Havre. Et puis parler un petit peu de ce que j'appellerais des villages durables, un petit peu de ce qui existe déjà. D'ailleurs, c'est une connotation qui existe en Afrique. Et puis, on terminera aussi sur des extraits de la programmation de l'autre côté du miroir qui a un lien avec ce qu'on va parler en ce moment aussi. Voilà. Donc, on commence. C'est parti. Allons-y. Bon, alors, en gros, ce que je disais tout à l'heure, on va cibler Val d'Espoir parce qu'au fait, Val d'Espoir, c'est un peu. En ce moment, la presse est tournée du côté de Val d'Espoir pour différentes raisons. Déjà, qu'il y a le carnaval. Il se passe des choses, c'est pas juste la marmotte. Voilà. Et avant la marmotte, il y avait le marché. Bon, l'hiver a bien commencé en tout cas. Et en attendant de reprendre la construction du four à pain, on parle beaucoup de l'école en ce moment parce qu'il va y avoir une mobilisation le 18 février, lundi prochain en fait. On va en reparler tout à l'heure. Et aussi du café, du nouveau petit café qui est en train de voir le jour aussi en ce moment à Val d'Espoir. Oui, en fait, c'est une belle collaboration entre la Corporation des sports et le café culturel. Donc, il y a maintenant des heures d'ouverture pour le café culturel à la Corporation des sports en début de semaine. Puis, le café culturel tient son AGA aujourd'hui. En plus de ça, donc aujourd'hui, c'est parce qu'on tourne le mardi. Donc, c'est sûr que vous allez voir ça en rediffusion. Mais donc voilà. Donc en gros, pourquoi on parle de tout ça? C'est parce que ce qui nous interpelle là-dedans, c'est de voir comment on a comme deux échos. On parle beaucoup de la Gaspésie qui a des difficultés économiques. Hein, on le voit avec le débat qui est entre pétrole, on le veut pas. Ça permettrait de rapporter beaucoup d'argent dans le secteur, soi-disant. Ça, c'est mon opinion. Ensuite, on arriverait à voir comment il y a des villages qui sont en déclin, des petits villages en Gaspésie qui auraient des tendances avec des services qui ferment. Et puis, on parle en même temps d'un retour en région des jeunes familles. Je veux dire, moi, j'en suis un exemple. Je ne sais pas si... Moi, l'exemple qui me vient à la tête, c'est le solde migratoire de la MRC du Rocher-Percé qui est positif, je crois, depuis quelques années. Donc c'est ça. Il y a comme un nouvel afflux de gens qui viennent dans la MRC. Mais est-ce que c'est des gens qui veulent, qui recherchent, j'imagine, une qualité de vie? Moi, pour ma part, j'ai quitté un peu la ville pour ces raisons-là. Un changement que mes enfants puissent grandir aussi dans un milieu un peu plus rural aussi, entre autres. Moi, je viens de Gaspé, mais j'ai décidé de m'installer dans la MRC ici, mais notamment parce qu'il y avait des projets intéressants, dont des cafés culturels. Donc c'est ça. Ça a été un espèce d'encre pour moi de venir m'installer ici. OK. Alors dans ce cas, tu vois, s'il y a un retour en région, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a comme j'allais dire, pourquoi est-ce que certains services gouvernementaux auraient tendance à vouloir fermer dans certains villages? Bonne question. Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est les opérations? C'est ça qu'il faudrait demander au premier. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un historien qui est venu donner une conférence à l'église de Val d'Espoir et qui nous racontait un peu toute l'historique des villages qui ont fermé, puis les rangs qu'on a fermés aussi, parce qu'entre autres, à Val d'Espoir, il y avait des rangs aussi qui étaient habités. Pourquoi on a fermé pour quelles raisons? C'est qu'à un moment donné, ils se rendaient compte qu'après des crises économiques, les gens, il fallait sortir les gens des villes, parce que quand des gens ont faim, les regrouper, c'est pas bon. Donc, il fallait les sortir des villes. Donc ça, c'est vraiment ce que écrit noir sur blanc, ce que les raisons gouvernementales pour ça. On donnait des terres, on leur disait, bon, tu t'installes là, mais par contre, tu nous fais pousser de la nourriture. Ouais. Mais c'est pour adresser un peu l'autonomie alimentaire en période de crise.
C'est sûr que si tout le monde est dans une ville et dans une économie de services, il y a une certaine fragilité qui s'installe au niveau de l'alimentation. Est-ce que c'est pas là justement où on verrait qu'on est comme dans une sorte de transition? On parle que, en ce moment, il y a un retour en région. En même temps, il y a des services qui ferment, il y a des villages qui vont bien, d'autres qui vont beaucoup moins bien. Alors, est-ce qu'un village qui a des services comme des écoles, une école par exemple, la poste, un café, j'imagine qu'en tant que jeune famille, c'est déjà plus attirant. En plus de ça, imagine qu'il y ait plusieurs fermes agricoles qui puissent nous apporter de la nourriture. Ouais. Tout ça, c'est des aspects qui sont... En gros, je pense que c'est une question de cadre d'opération. Une école traditionnelle, peut-être qu'effectivement, une commission scolaire n'aurait pas les ressources pour maintenir ça en vie. Mais je pense que c'est pour ça qu'on parle d'école alternative, justement pour adresser le fait que c'est un petit village, mais qui veut continuer l'éducation des jeunes puis de promouvoir sa culture. Alors effectivement, je vais plonger dans le sujet vu que je suis dedans. Mais juste avant de commencer à parler, il y a un citoyen de Val d'Espoir qui a fait une vidéo pour mobiliser les gens à venir le lundi 18 février. Alors ça circule sur les réseaux sociaux en ce moment et puis sur Internet. Et je vous invite d'ailleurs à le regarder tout de suite et puis après on parle de l'école. Maintenant, j'inviterai M. Jean Couture, président de la commission scolaire René Lévesque. Veuillez prendre parole. M. Couture. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai le goût de commencer en vous disant, peuple gaspésien, on est rassemblés, puis face au monde, aux caméras, face aux médias, on est capable de démontrer qu'on se tient. On est capable de démontrer qu'on se tient. Parce qu'un village sans école, c'est un village qui dépérit. Parce que l'école, c'est le cœur vivant du village. Parce qu'une école, ça attire des nouvelles familles. Parce que nous travaillons fort pour continuer à faire vivre l'école. Parce que la relève s'en vient. Parce que nous aimons notre école. Pour Percier qui a vu son école fermée. Pour Sainte-Thérèse qui est la prochaine sur la liste. Et pour tous les autres petits villages de la Gaspésie. Parce que l'éducation de nos enfants, c'est pas juste une question d'argent. Parce que l'école est essentielle au développement du village. Parce que nous voulons avoir le choix pour l'éducation de nos enfants. Je voudrais aller à l'école dans mon village. Mobilisons-nous pour garder notre école. Non! Venez nombreux. On va être unis dans la vie, et si on est unis, un jour, la MRC Rocher Percé ne sera plus dans la même situation qu'elle est présentement. Merci. Donc tu vois, un petit appel punché qui appelle les gens à se mobiliser le lundi 18 février devant l'école. Et en fait, pourquoi? Parce que, rapidement refaire un historique, c'est que depuis, à partir, je pense, de septembre 2011, il y a un comité qui commence à travailler déjà pour essayer de transformer l'école de Val d'Espoir en école alternative, parce que, sachant qu'il y avait déjà eu écho de vouloir fermer regrouper 3 écoles du secteur, il me semble, c'est ça, en un seul bâtiment. Donc c'est pour ça que Percé a déjà fermé. On parle de Cap d'Espoir pour réunir, donc ce serait comme l'école qui centraliserait les autres qui étaient en cours à ce moment-là. Donc j'imagine que les citoyens de Val d'Espoir, moi je suis arrivé là l'année dernière, donc un petit peu comme en train de constater tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, le comité, ils se battent vraiment, vraiment fort pour faire entendre leur voix. Et puis, ce qui est ressorti dans les journaux, là, autant dans le Havre que dans le Transgaspésien, c'est de savoir, moi, ce qui m'étonne beaucoup, j'ai l'impression que la commission scolaire n'a pas rencontré même ce comité-là qui voulait donner une nouvelle couleur à cette école-là.
Ben oui, c'est ça qui m'a surpris. C'est vrai que c'est surprenant. Quand, dans un petit milieu, quand tu as une force vive comme ça, je pense que c'est important d'aller voir ce monde-là et qu'est-ce qu'ils ont à dire. Surtout que j'allais dire que les parents sont un peu les clients de la commission scolaire, vu que c'est des gens qui sont élus quand même pour représenter la population. Et donc, ça serait intéressant de comprendre ce point-là, mais bon, on essaiera de demander quand on aura l'opportunité si on peut leur parler le lundi quand on va aller les voir, parce que la télévision sera là et on essaiera de couvrir un peu ce rassemblement et cette manifestation. Mais c'est pas parce qu'on sera là que vous devrez rester chez vous. Il faudrait que vous veniez en grand nombre pour vous mobiliser effectivement, parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est pas uniquement, on parle de Val d'Espoir parce que c'est eux là c'est un cas précis, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc malheureusement, c'est de se dire, est-ce qu'on essaie de garder plus longtemps? Et là, on nous parle de quotas, on nous dit qu'en dessous de 30 enfants, et apparemment, chaque commission scolaire a ses propres chiffres, aussi, il faut le savoir. Donc eux décident qu'en dessous de 30, on ferme. Il y en a qui disent qu'on ne sociabilise pas, parce que je sais que on pourrait lancer un long débat là-dessus, mais le but d'une école alternative, c'est justement de sortir du cadre de l'éducation traditionnelle et de lui apporter une nouvelle couleur. Et justement, pour ceux qui ont suivi un peu les reportages qu'on avait fait avant sur l'école alternative, ou alors je vous invite à aller voir sur Internet, ce que ça veut dire exactement, mais là je n'ai pas trop non plus le temps d'en parler, ça enrichit même, et ça vient apporter une nouvelle couleur à des petites écoles comme ça, dans les ruralités, qui, je trouve, apportent une plus grande richesse. Et on évite de se détacher justement, de se dire, là, effectivement, si on garde la forme du système scolaire habituel, peut-être que 30 ou en dessous de 20, c'est pas assez, mais dans des écoles alternatives, c'est amplement suffisant. Ouais. Donc ça serait quelque chose à réfléchir, et puis que les gens, c'est vrai que dans différents débats, on voit, oui, mais si l'école ferme, c'est parce qu'il y a moins en moins d'enfants. Ben oui et non, on sent que la relève est déjà présente à Val d'Espoir, il y a des nouveaux bébés qui sont là. Moi-même, j'ai une petite fille de 3 ans qui... l'année prochaine est prête à s'en aller déjà au moins à la prématernelle, donc tu vois. Moi, j'ai pas encore de projet de la sorte, mais peut-être un jour bientôt. Puis moi, dans le fond, ce que tu dis, Marc, ça me fait penser beaucoup à tout ce qui est parascolaire puis éducation par projet, qui est pas très... Par exemple, dans le système public, les professeurs sont surchargés. Il y a des étoiles. Il y a des étoiles qui prennent en charge des projets avec les jeunes, mais c'est sur leur propre temps. Puis je pense que c'est l'exception plutôt que la norme dans le système. Fait que une école comme ça, alternative, l'idée, c'est d'aller chercher le plus de ressources possibles dans le milieu pour faire une éducation adaptée sur mesure. Donc c'est ça, très avec intéressant. Toute l'implication que le milieu... parce qu'une école alternative, c'est une forte implication du milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les professeurs, il y a des groupes de parents. Déjà, comme c'est un peu le cas à Val d'Espoir, avec les petits cuistots, avec toutes le cercle des fermières qui s'impliquent, qui viennent faire des activités. Il y a déjà un multiclasse à Val d'Espoir, il ne manquerait pas grand-chose. Pour faire ça. Puis oui, ça serait... c'est sûr que c'est un pas, c'est un risque. Il y a un risque là-dedans, mais l'innovation, il faut à quelque part, il va falloir innover si on veut que les villages survivent. Tu sais. Puis c'est ça. Alors, dans le fond, c'est vraiment le contraste entre un monde individualiste, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et l'implication, la forte implication citoyenne des gens qui donne une différence dans une communauté. Moi, j'ai déjà été dans des villages où souvent, entre voisins, ça ne se parle pas, les gens se connaissent peu, puis là, j'arrive à Val d'Espoir, et là, c'est des mobilisations de toutes sortes, pour toutes sortes d'événements, et même pour justement garder des services comme ça ouverts. Et c'est là qu'on voit même les projets qui sont en cours, les gens qui ont une petite ferme, qui veulent développer l'agriculture, avoir des chefs, faire du fromage. Il y a tout un côté avec ce que Produire la santé ensemble aussi a décollé comme projet communautaire. On sent que... Mais on parle de produire la santé ensemble, mais il ne faut surtout pas oublier qu'à la base, il y a les biojardins qui ont initié tout ce mouvement-là. Puis que Produire la santé ensemble, ils sont rentrés, ils ont fait un super de beau travail. Mais la culture de développement puis d'innovation via l'agriculture, ça fait des années que ça se développe à Val d'Espoir, puis il y a de quoi être fier de ça, je pense. Ouais.
Non, c'est une bonne... Et ça, par exemple, nous, ça a été un poids sur la balance quand on a choisi, parce que techniquement, non, vous le voyez à mon accent, je ne suis pas gaspésien. Mais en tout cas, ça a été un poids dans la décision de venir m'établir à Val d'Espoir. C'est pas Percé, c'est pas Cap d'Espoir, c'est Val d'Espoir, pour toutes les raisons dont on cite un peu en ce moment, on est en train de parler. Et pour parler de participation citoyenne, de rassemblement, ce qui se fait de moins en moins, pas uniquement grâce aux technologies, mais beaucoup, parce que quand on a une grosse TV chez soi ou des ordinateurs, c'est sûr qu'on est plus porté. Et juste rapidement, j'ai été voir hier, par curiosité, Statistique Canada qui annonce qu'en moyenne, les Québécois passent environ entre 25 et 30 heures par semaine devant l'écran. Devant l'écran L'écran, ça veut dire que c'est télé, ça va être les tablettes, ordinateurs, tout écran confondu. Moi, j'ai pas de misère à croire ça, parce que travaillant moi-même sur l'écran 8 heures par jour... Oui, déjà, ceux qui travaillent comme nous autres, c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais je veux dire, quelqu'un qui... Prenez juste simplement les enfants qui se lèvent le matin, qui vont écouter les dessins animés, qui vont ensuite rentrer le soir, regarder l'ordinateur, encore un peu la télévision. Mais quand on y pense, c'est quasiment une semaine de travail, 30 heures, c'est beaucoup. Hein. Ouais, en même temps, ils sont habitués à ça. Bah oui, voilà. Mais donc, c'est pour tout ça pour dire qu'on a malheureusement, avec les enfants qui s'en viennent et toute cette technologie, on se détache un peu de ces rassemblements qu'il y avait à une certaine époque. Et d'ailleurs, à Val d'Espoir, ça c'est peut-être plus toi qui vas nous en parler, mais il y a le café du village qui a vu le jour. Ouais. Et là, justement, on commence à cet endroit-là, il y a une effervescence de se rassembler parce que, et ça j'en parle vite fait avant, c'est les conseils de village à Val d'Espoir qui ont vu le jour. Il y a eu le premier. Ouais. Alors, conseil du village, ça sonne assez, ce ne sont pas que des sages qui se réunissent, parce que moi-même j'y vais. Donc il va qui veut, et c'est pour parler, tout simplement échanger l'information. Ah, toi, tu as besoin d'un coup de main, tu es là, tu as besoin d'un coup de main pour déneiger ton entrée. Parler des projets qui sont en cours, échanger l'information, ni prendre un café, puis c'est fini, merci, bonsoir. Le village a besoin de ça, parce que Val d'Espoir est en ébullition, si on veut. Il y a plein de projets des gens entreprenants, en fait, qui prennent en charge des projets. Puis il faut que ça se communique, puis il faut partager les ressources, puis aussi en arriver à une bonne synchronisation pour que le développement se fasse bien, tu sais. Ouais. Puis conseil de village, je pense que ça adresse ça. Aussi, il faut... Ça prenait un café. Ça prend un café. Ça prend une place pour que le monde puisse venir, puisse aller se rencontrer, prendre un café, discuter, puis être en dehors d'un contexte formel, si on veut. Ou dans un environnement qui facilite la discussion. Je pense que les cafés culturels adressent ça. Puis, aussi, Café culturel, qu'est-ce que ça adresse? C'est un lieu de diffusion. S'il y a des gens qui veulent donner des ateliers, s'il y a des gens qui veulent venir faire des spectacles, faire des projections de films, dans le fond, c'est à ça que ça sert. Ça sert à diffuser la culture. C'est très complémentaire avec une école alternative, parce qu'on développe la culture, puis après ça, on la diffuse dans un lieu public, puis on crée des échanges. Donc c'est à ça que ça sert. C'est pas la même chose qu'un Tim Hortons ou comment ils appellent ça, le mec café. C'est pas une multinationale qui roule ça, c'est des gens d'ici qui ont à cœur le développement du village. Mais ça existe déjà, hein, il me semble que quand on parcourt un petit peu la région... Oui, plusieurs exemples, j'en ai quelques-uns. À Petite-Vallée, le théâtre de la Vieille-Forge. Marc est très familier avec la Petite-Vallée. Oui. Aussi, il y a l'Anse au Griffon, le centre culturel Le Griffon. Il y a à Chandler la mutinerie qui a vu le jour en février 2012. Sinon, on a à Barachois, il ne faudra pas oublier le Café Couleur. Gilles Côté qui a sa galerie. Je crois plus que c'est lui, par contre. C'est sa blonde. C'est son ex-blonde. On ne va pas rentrer dans les potins aujourd'hui. À Nous-Carlyle, on a le Café Luna. C'est un privé que ça. C'est un mélange un peu italien et voyage. Dans le fond, apparemment, il y a plein de photos, plein d'items intéressants sur les murs. Puis finalement, l'Anse à Beaufils. Il ne faudra pas oublier l'Anse à Beaufils. Je ne sais pas si les autres ils se définissent exactement comme un café culturel, mais c'est définitivement un lieu de diffusion. Il y a moyen de prendre un café là. Il y a moyen de prendre une bière aussi. Des salles d'exposition, on les trouve différentes...
thèmes qui se changent au fur et à mesure de l'été. Donc oui, il y a quand même un aspect culturel aussi. Puis moi, en regardant tous ces endroits-là, on parle presque d'un circuit de café à travers la Gaspésie. Puis ça, pour les artistes, pour les gens en voyage, bon, ben, c'est certainement une valeur ajoutée par rapport à juste une table où on mange, par exemple, la poutine ou autre chose. Sans vouloir dénigrer la poutine, je suis un grand amateur de poutine. Mais cela dit, j'aime aussi prendre un café, j'aime aussi des spectacles, puis échanger avec des gens comme ça. Puis l'esprit du café culturel, c'est aussi les rencontres. C'est pas seulement aller avec sa petite gang manger quelque chose, c'est aussi aller à la recherche de ces interactions-là pour justement s'enrichir puis faire un genre de terre, je gesticule beaucoup, là, mais de terre fertile au développement culturel et économique. Donc, c'est ça, c'est oser aussi en même temps parce qu'on quitte vraiment une façon de vivre. Hein. C'est une façon de... Ça se faisait à une époque, ça se fait plus. On essaie de se réapproprier ça, le langage, le rassemblement, la parole, de pas uniquement que les Gaspésiens parlent par la voix des politiciens, hein, j'ai rien contre les politiciens, mais c'est le circuit qui est souvent emprunté. C'est-à-dire que chaque village pourrait tendre vers une certaine indépendance, une autosuffisance, une autonomie. Je parlais tout à l'heure de l'appellation village durable. Ici, on a des villages relais, c'est-à-dire qu'il faut un minimum pour être... encadré dans le village relais, il faut avoir un minimum de services. Souvent, on voit ces pancartes-là sur le bord du chemin. Au Maroc, ils ont développé l'appellation village durable. Donc, c'est toute l'économie du village et la façon de s'alimenter tend vers l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de la mondialisation. Parce que, comme on le disait la dernière fois, on aura toujours besoin des mêmes besoins de base. Quoi qu'il arrive, hein, c'est manger, avoir un abri et se vêtir. Une fois qu'on a comblé ces besoins-là, on peut quand même vaquer à des occupations plus ou moins d'amusement, de plaisir. Une fois qu'on a bien mangé, une fois qu'on n'a pas froid, une fois qu'on a un abri où on est sûr de retourner tous les jours, bon, ça aide beaucoup au niveau psychologique. Mais si ces trois besoins de base-là peuvent être gérés de l'intérieur au niveau de l'économie, donc que les municipalités créent des projets agricoles, des projets aussi que les citoyens même se prennent en main, parce que regarde les moulins assis, par exemple les moulins de bois qui ont fermé, il y en avait énormément parce que la Gaspésie c'est entre autres une économie très très forte. Mais à force d'avoir pris le bois pour l'emmener à l'extérieur, à force de l'avoir coté en bourse, à force de l'avoir... Toutes ces raisons de mondialisation ont fait que... l'économie est devenue très, très fragile, très exposée aux aléas de tout ce qui se passe ailleurs, sans pour autant avoir créé quelque chose qui nous appartenait. T'sais. Au contraire, ça a créé un mouvement on a dû avoir besoin de beaucoup de monde. Une fois que ça a fermé, les gens ont dû quitter, partir ailleurs, en ville. Ça fait une sorte de va-et-vient, de mouvement économique qui n'est pas géré par la population elle-même, elle est gérée par l'industrie, elle est gérée par et on se rend compte que ça n'a pas une connotation de durabilité. Donc c'est pour ça que si l'économie peut être tournée vraiment plus au niveau un peu comme l'appellation, d'ailleurs il y a un site qui s'appelle villagedurable.org où les gens peuvent aller voir. Il y a des exemples qu'on peut aller chercher. Le café du village de Val d'Espoir va chercher des exemples, va puiser les idées de ce qui se fait déjà ailleurs, et ça se fait déjà ailleurs. Oui, je pense. Puis tu amènes un bon point parce que quand on parle de développement économique via des innovations, via le développement durable, beaucoup de personnes vont dire qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez développer à partir de seulement ce qu'il y a à Val d'Espoir, c'est impossible. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a des technologies, par exemple, qui nous permettent de communiquer avec des villages à travers le monde, qui mettent en place des initiatives qui utilisent le plus possible les ressources environnantes, tout en partageant des idées. Donc c'est pas d'être fermé sur soi, c'est de développer quelque chose qui nous appartient, puis le partager avec le reste du monde. Ben oui, regarde, on est fiers d'avoir nos propres couleurs, dans le sens où il y a en ce moment, le gouvernement fait beaucoup de publicité pour manger des produits du Québec, d'accord? Donc, on est fiers de pouvoir manger des choses qui ont poussé chez notre voisin, à côté, dans le village voisin. On le voit avec la Gaspésie gourmande.
on aime aussi, mais de toute façon, ça enrichit déjà au niveau, pour les gens qui viennent de l'extérieur nous visiter, mais pour les gens de la place, c'est une économie. Admettons qu'elle ne repose que sur les besoins que la population a besoin au niveau local, ça c'est de l'économie durable. Ouais. Après, au niveau secondaire, si on veut développer plus au niveau international, et c'est là qu'est le danger, c'est qu'on a fait l'inverse. Aujourd'hui, par exemple, à Cloridor, vous avez les concombres de mer qui sont exploités maintenant. Il y a une grande aide gouvernementale, mais il n'y a personne en Gaspésie qui mange ça quasiment. C'est tout envoyé aux fervents, aux Japonais et aux Chinois qui raffolent des concombres de mer parce que c'est aphrodisiaque apparemment. Et eux, ils sont fervents de ce genre de produit-là. Okay. En tout cas, ils aiment beaucoup ça et c'est pour dire que voilà, est-ce que l'économie pas la poissonnerie, mais de cette usine à Cloridor repose sur l'économie japonaise qui est pas à côté. Donc c'est là que on ne parle pas de durabilité parce qu'on est tellement éloigné au point de vue kilomètre que ça ne prend pas grand-chose pour arrêter ça du jour au lendemain. Donc c'est pas pour être pessimiste, négatif. Ouais. Mais moi j'amènerais une nuance parce que l'idée, c'est pas encore une fois, c'est pas de se fermer. Si on veut exporter, par exemple, du sirop d'érable à l'international, des concombres de mer au Japon, c'est possible. Puis c'est pas l'un n'exclut pas l'autre. Mais le danger, c'est si on mise uniquement sur des marchés pour lesquels on n'a pas de contrôle, ou qu'à long terme, on ne peut pas définir c'est quoi les besoins en matière de production. C'est sûr qu'on s'expose à des risques que la Gaspésie a déjà vécu. Tu sais. C'est ça, il y a des cas qui sont développés malheureusement, et c'est de ceux-là dont je parle, qui reposent uniquement sur une économie qui ne concerne pas du tout l'aspect local. Donc c'est vraiment uniquement sur des marchés internationaux. Ouais. Mais bon, le monde va dans ce sens-là aussi, on ne peut pas forcément l'arrêter comme ça. Nous, ce que j'apporte, ou ce qu'on essaye d'avancer, c'est peut-être plus une sorte d'idéologie un peu qui peut paraître un peu idyllique, mais en même temps, ça se fait déjà. Il y a des tournures qui une certaine logique en fait, c'est-à-dire que si on se retourne beaucoup, sans parler d'enfermement comme tu disais tout à l'heure, mais vraiment d'un aspect dans l'économie, ça peut se faire. Je veux dire, là on se tournait vers Val d'Espoir parce que j'y reste depuis peu longtemps et puis ça m'interpelle beaucoup ce qui se passe et j'ai pas, ça n'arrête pas, ça s'enchaîne beaucoup là, dont on parle dans le village. Des choses dont on parle dans le village, puis je me rends compte, des fois je vais beaucoup dans le nord aussi, parce que Petite-Vallée, j'y vais beaucoup aussi, et il y a des villages où justement, dans la partie nord de la Gaspésie, où on a du mal à sortir de la tête de l'eau, et puis c'est difficile au niveau économique. On parle de l'exploitation de l'alumine à Grande-Vallée, on parle des éoliennes qui a eu lieu à Cloridor et Petite-Vallée. Ça, ce sont des petits booms économiques qui ont lieu à un certain temps et qui s'effondrent à un moment donné. Donc ça, ce n'est pas durable. Ce sont ce genre d'exemples-là. Mais par contre, au niveau local, il y a quand même environ plus de 2000 personnes dans un certain secteur de village qui, eux, ont un besoin pour se nourrir, pour se vêtir, pour s'abriter. Mais malheureusement, toute cette économie-là du besoin local, elle part jusqu'en Afrique du Sud, aux États-Unis, elle s'en va en Europe, ça s'en va maintenant tout en Chine pour l'habillement, l'habillage. Enfin, c'est cet aspect-là, voilà. Oui. Puis vas-y, tu vas y aller. Le service comme l'idée de base en entreprise, en commerce, c'est d'adresser justement les besoins, les besoins vitaux. Puis je pense qu'il y a de l'avenir justement là-dedans. Dans les besoins vitaux, besoins de construction, besoins des vêtements, de vêtements, besoins d'alimentation. Puis, j'ai été au Mexique il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que là-bas, par exemple, tous les vêtements, nous on a l'habitude, maintenant ça arrive presque tout de la Chine, eux ça se fabrique encore tout au Mexique. Par exemple, on ne trouve pas ou très peu du Made in China, tout simplement parce que le gouvernement a émis, il y a une taxe de 300% du prix sur l'importation. Donc c'est un effort qui est fait pour garder l'économie
du vestimentaire au niveau local. Et là, justement, ils veulent lever cette loi-là. Et là, il y a toutes les industries du vêtement qui ont peur parce que si c'est le cas, ça va faire s'écrouler tout le marché local. Tout va venir de l'extérieur. Il va y avoir énormément de gens sans emploi. Et donc, il va falloir recréer d'autres sortes de... Et comme on s'en va plus vers les entreprises de services, malheureusement, il y a peu de jeunes aujourd'hui qui disent « je veux être agriculteur, je voudrais... » Et tous ces, malheureusement, on se retrouve avec des méga-industries qui le produisent, mais à l'extérieur. Et donc, ça fait un effet un peu, une genre d'effet domino qui fait que quand on arrive à la fin, que ce soit une crise économique, une crise alimentaire, où on le voit, là, le prix de l'épicerie n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on est complètement dépendant des fluctuations boursières dont on n'a aucune idée. Quand vous mangez vos céréales, si vous saviez... quelle fluctuation il subit à chaque jour c'est pareil pour le lait, c'est pareil pour les farines, c'est pareil pour toutes sortes de produits, des besoins de base en plus on parle. Donc voilà. Est-ce que pour le café, parce que moi j'aime bien l'idée de rassembler les gens pour discuter, parce que là on discute, on se rassemble à la télévision, mais... L'autre sujet que je voulais aborder, c'est comment est-ce qu'on voit les cafés en Gaspésie. J'avais parlé brièvement des Tim Hortons puis des McDo, puis de la différence fondamentale entre un café culturel puis un établissement commercial, si on veut, international, coté à la bourse. Mais aussi pour adresser la population, comment est-ce qu'on perçoit un café culturel? Parce qu'à la base, c'est un lieu qui est libre. C'est un lieu où on rentre, puis on est là pour discuter, pour critiquer qu'est-ce qui se passe et développer des projets. Puis historiquement, dans le fond, le mouvement des cafés culturels qui a vu le jour en Autriche puis à Paris. À Paris, si on parle de café de flore, peut-être ça va sonner des cloches, le café à Caven. Ça remonte à loin. Ça remonte à loin quand même au 19e siècle. Puis c'était justement pour adresser le fait que les salons... il y avait ça les salons aristocratiques. C'était plutôt pro-gouvernement, c'était très institutionnel. Puis les philosophes, les artistes, les gens qui avaient une pensée, si on veut, alternative, avaient besoin d'un lieu pour se regrouper, pour discuter, pour créer, en fait. Donc c'est de là que c'est parti alors. C'est de là que c'est parti. Puis c'est un peu ça qu'on voit aujourd'hui. On ressent beaucoup de pression des institutions, des multinationales. Tu parlais du prix du blé, tu parlais de ça. Il y a comme une pression institutionnelle pour la production du style mercantile, sans rentrer dans des propos trop hippies. Dans le fond, ces cafés-là, ça permet justement d'avoir un lieu de production artistique ou de production tout court qui est non conventionnel, puis qui adresse justement les particularités et les besoins de la région. On parlait de besoins de rassemblement, on parlait de besoins de diffusion. Moi j'irais, je sais pas pour vous autres, mais j'irais pas jouer de la guitare au Tim Hortons. Ça, c'est sûr. C'est différent, puis bien honnêtement, je crois pas qu'il y ait d'ouverture au Tim Hortons pour faire ça, à moins qu'il n'en ait, puis que je me ramasse la semaine prochaine avec ma guitare au Tim Hortons, mais ça me surprendrait. Mais justement, ces lieux-là, c'est pour adresser des besoins de la population. On parle de besoins... on s'entend qu'un café, un expresso, un bon café, c'est un besoin peut-être secondaire par rapport à un verre d'eau ou la nourriture primaire. Mais les besoins sociaux de regroupement, les cafés vont adresser directement ce besoin-là. Puis c'est ça. Donc, la vision un peu... il y a certaines personnes, des fois, qui ont une vision... les cafés culturels, c'est pour les snobs. C'est un gros préjugé, là. Mais effectivement, il y a une façon de penser qui est différente, qui est associée au café culturel, qui est non conventionnel, si on veut, industrialisé. Mais ça, en soi, c'est une bonne chose, puis c'est une richesse que les cafés culturels apportent à l'économie locale.
par sa diversité. Bah oui, puis surtout quand un café arrive comme ça dans une place où il n'y en a pas eu, ou depuis longtemps, ou surtout pas ce genre de café-là, ça demande un effort aussi à la population de s'y investir, dans le sens où, bon, déjà de rentrer, c'est facile de rentrer boire un café, mais d'aller participer à des ateliers, des conférences, des projections, il se passe toutes sortes d'affaires, donc c'est ça qui ça bouscule un peu quand même. Je peux comprendre qu'il faut un certain temps de roulement. Ça bouscule un peu. Par exemple, quand on rentre dans un McDo, on s'attend à avoir en dedans d'une minute un café toujours de la même façon. Okay. Dans un café culturel, tu peux rentrer là puis passer peut-être 3 heures, on ne sait pas. Si on s'amuse, c'est possible. Puis aussi dans la liste de cafés que j'ai nommés, il y en a beaucoup là-dedans que c'est des OBNL qui marchent à jus de bénévoles. Donc, c'est beaucoup des gens de la communauté qui vont s'impliquer. Puis dans les OBNL, bon, ben, c'est de l'économie sociale, mais c'est de l'économie quand même. Puis la Gaspésie roule beaucoup sur l'économie sociale. Donc ça fait partie de notre identité. Donc participation citoyenne, c'est un mot qu'on va retenir là dans la liste pour avancer vers les villages durables. Ouais. Mais je vais devoir t'arrêter parce que là, on a avancé beaucoup dans le temps. Et puis, juste avant de se quitter, j'aimerais ça tu as vu la nouvelle émission aussi qui a cours en ce moment, qui est L'autre côté du miroir, où on diffuse des documentaires d'actualité, entre autres. Et cette semaine, ça parle beaucoup de tout ça. Donc, je t'inviterai à regarder si tu as la possibilité de le voir. Sans faute. Ça s'appelle « De la servitude moderne ». Je ne sais pas si tu connais ce documentaire-là. Non. Non, ça traite énormément sur le pourquoi du comment de la chose. Non, mais tout ça pour dire que on parle énormément là-dedans oui, on apporte l'aspect négatif de l'économie qui s'en va un peu dans une sorte de... D'ailleurs, on ne sait pas trop où elle s'en va, mais avec beaucoup les solutions, et on parle beaucoup de se réapproprier le langage, la participation citoyenne, de vraiment de montrer un peu qu'il y a un autre aspect. Alors c'est sûr que ça demande un grand bouleversement intérieur. C'est-à-dire, quand je dis intérieur, c'est que ça fait brasser beaucoup de choses, c'est de bousculer des habitudes de vie, des conforts. Mais ça vaut la peine En tout cas, je vous invite à regarder un extrait. Oui, bien aussi, ça permet sûrement d'éviter de s'endormir intérieurement. C'est bouleversant. Déjà, mais j'invite même à regarder parce que déjà, c'est très bien monté. Et puis, la narration aussi, je la trouve très intéressante. Donc, on regarde un extrait. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine. Tu seras là, peut-être, pas là? Je serai là la semaine prochaine, certainement. Est-ce que tu as aimé ta première expérience? Oui, très, très intéressant. Ben, c'est toujours... moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu des cafés culturels, puis c'est un sujet qui m'interpelle, mais aussi tout le développement de la MRC ici, qui est un sujet qui me tient à cœur. Puis ouais, ben, c'est sûr que ça fait plaisir de se retrouver devant les ondes à Télévague. Ouais. Ben, c'est bien, nous on est bénévoles, on peut le dire, participation citoyenne, nous voilà. Et en fait, on est là aussi parce qu'on a la tribune, la possibilité, puis les télécommunautaires ont besoin d'avoir des bénévoles aussi, effectivement. Ouais. Ça soulage aussi le travail C'est une petite équipe, donc il y a énormément de travail en arrière de tout ça. Mais petite équipe, très bien organisée par contre. Puis c'est ça. Moi aussi, je suis très, très heureux de pouvoir discuter de ça parce qu'on pense à ça, on rumine, mais là, on en parle. On a une tribune pour le dire. Puis la semaine prochaine, on va arriver avec un sujet autre, mais peut-être une suite, on ne sait pas. Mais on sait ça, on va jaser encore un peu de ce qui ressort dans les médias et qui nous interpelle. Et donc, nous, on se dit à la semaine prochaine. On se quitte sur la bande-annonce de l'autre côté du miroir qui passe cette semaine. Et puis voilà. Donc, arrivederci. À la prochaine.